OK. Donc, début du module 1, loi simple 1. Donc, juste un petit commentaire, je le mentionne souvent en classe. Euh, le module 1, il mélange les chapitres 1 à 3. Ok. On ne suit pas exactement l'ordre. Module 1 n'est pas égal à chapitre 1 et ainsi de suite. Le manuel est excellent, mais j'ai organisé un peu plus de façon logique à ma façon les chapitres. À partir de la mi-année, tu vas voir, ça va être synchronisé, mais pour le début, suis l'ordre des notes de cours et non du livre, du manuel. Donc, vite, vite, pour vous rappeler, ok, la théorie cinétique des gaz, c'est quelque chose que vous savez un peu de façon intuitive parce qu'on en discute en sciences depuis secondaire 1. Donc, si tu imagines plein de molécules qui se déplacent, quand ils sont proches puis ils bougent légèrement, on parle d'un solide. Quand ils bougent un peu plus, avec un peu plus de motion, on parle de liquide. Et là, quand on bouge un peu partout dans l'espace, on parle de gaz. Donc, en ce moment, euh, on est entouré de particules. Puis oui, je sais qu'on parle de noyaux, on parle d'électrons, mais pour nous, la première étape, et voire même quasiment l'année au complet, on va utiliser comme approximation une molécule, un atome, c'est juste une bille, c'est juste une sphère. Puis ça va être assez suffisant pour notre analyse cette année. Donc, gardez cette image en tête. On parle de regroupement de petites particules et puis donc les phases, ça dépend de juste la distance entre ces particules. Euh, à tout moment, ils sont en mouvement. Okay? Le bureau que tu es en train d'écrire sur, la chaise dont tu es assis sur, le cellulaire ou l'ordinateur que tu utilises, les molécules bougent. Ils bougent à un niveau moléculaire, mais ils bougent. Ils bougent constamment. Okay? Ils n'arrêtent jamais de bouger. Puis souvent, on a comme idée mentale, une molécule, c'est comme un alter, puis la liaison chimique, elle est très fixe. Mais enfin, c'est plus proche à un ressort. Ils sont en vibration constante. Puis là, il y a une rotation et une translation. Puis le degré auquel ces molécules vont bouger et effectuer une rotation et effectuer des vibrations, ça va dépendre de la température. Mais donc, c'est juste bien de garder cette image dans la tête. Juste sache qu'une molécule, ça bouge constamment. OK? En résumé, comme j'ai mentionné au lab, au dernier cours, on doit utiliser quatre variables pour décrire un gaz. Température, pression, volume et quantité de gaz en mol. Voici un gros tableau blabla récapitulatif qui est dans ton cahier. Tu peux le lire si tu veux, mais grosso modo, je vais te les résumer. Okay? Température, c'est le degré d'agitation. Plus qu'il va faire chaud, plus que ce que l'énergie va être élevée et plus est-ce que la vibration des molécules va être grande. Donc, il y a une corrélation entre énergie cinétique des particules et la température. Ça, c'est une chose que tu devrais savoir. Au niveau de la pression, c'est lorsque les molécules entrent en collision, soit avec elles-mêmes, soit avec les parois du contenant, mais la pression est une mesure des collisions. S'il y a beaucoup de collisions, la pression est très élevée. S'il y a peu de pression, il y a peu de collisions. Donc, c'est ce qu'on mesure lorsqu'on mesure la pression au niveau moléculaire. On parle de collision. Volume et quantité, c'est relativement simple. C'est grand, ben, il y a beaucoup d'espace, le volume est grand. La quantité est petite, il y a peu de molécules. Si tu te mets à compter les molécules, il y en a beaucoup, il y en a peu, ça dépend de la quantité en mol. Souvent, comme analogie, tu peux t'imaginer, admettons, tu t'en vas à un spectacle de musique, tu t'en vas à un show, admettons, il y a un mosh pit ou quelque chose. Puis là, tu sais, la qualité du mosh pit dépend de plusieurs facteurs. Le rythme de la musique, le beat. Difficile de faire un bon mosh pit si c'est genre de la musique classique de genre Johann Sebastian Bach qui joue, disons. Mais tu sais, si c'est du gros genre EDM, du bon beat, là, c'est d'habitude plus facile de rentrer dans le monde avec un rythme musical élevé. La pression en tant que telle, ben, c'est le nombre de collisions. Donc, s'il y a beaucoup de collisions, beaucoup de tenseurs, beaucoup d'obstacles, pression très élevée, la taille de la salle, ben, c'est le volume. Tu vas voir, on va faire les liens entre les variables. Puis peut-être tu commences à le voir. Si on fait un mosh pit dans un gymnase ou si on fait un mosh pit dans une salle de bain, ben, la salle de bain, le volume est beaucoup plus petit.
donc tu as plus de chances d'avoir des collisions, la pression va être très plus élevée. Donc c'est comme ça qu'on va lier ces quatre variables ensemble, donc ça commence à donner un aperçu. Puis en dernier lieu, l'analogie, ben, le nombre de mods, c'est juste le nombre de danseurs dans ton mosh pit. Il y a peu de danseurs, ben, tu as beau avoir le plus grand beat au monde, s'il n'y a personne sur le dance floor, tu risques de rentrer dans personne, mais s'il y a plein de monde, tu vas probablement avoir un bon mosh pit qui va être agréable. Donc, lorsqu'on va décrire les gaz, il faut que tu gardes en tête l'image mentale euh, de la théorie cinétique parce que comme ça va te permettre de prédire qu'est-ce qui va arriver. Donc, c'est pas comme une mémorisation, mais si tu as cette image en tête, tu vas pouvoir déduire avec la logique. Donc, grosso modo, vite, la pression, formellement, elle est définie par cette équation. Mais je vais t'avouer que c'est une équation qu'on utilise en physique, en chimie. On s'en fout un peu. On va juste utiliser la conclusion. Okay? La pression, c'est la force exercée par surface. Alors, c'est pour ça que quand on mesure la pression, on est en train de mesurer, dans le fond, les collisions qui rentrent dans le paroi du contenant. Okay? Concrètement, on va utiliser des instruments de mesure et puis on va utiliser le résultat. Okay? On va mesurer ça en kilopascal. Kilopascal, c'est l'unité de mesure du système international. ATM, c'est une mesure utile. C'est quoi la température de la pièce? Ben, c'est 25 degrés. C'est quoi la pression de la pièce? Ben, c'est juste 1 atmosphère. Donc, 1 atmosphère, c'est comme la mesure de base. Et puis, on va aussi utiliser 760 mmHg. mmHg, mm représente millimètres, puis Hg représente mercure dans le tableau périodique. Donc, c'est 760 mm de mercure. Puis ça, c'est parce que historiquement, on utilisait des manomètres. Puis là, les manomètres, la pression de l'air poussait et déplaçait une colonne de mercure. Et puis là, on mesurait la distance. Et là, ça nous donnait la mesure de la pression. Si la pression est très élevée, la colonne de mercure elle est déplacée grandement. Si la pression est très basse, la colonne elle est minimalement déplacée. Donc, on va apprendre plus en détail plus tard dans l'étape comment lire un manomètre à mercure. Mais pour le moment, juste sache qu'il y a trois mesures, une unité de mesure pour la pression et tu dois être à l'aise à convertir un à l'autre. Okay? En fait, on va faire ça vite. Donc, je te dirais pause, essaie de faire cette chose-là. Puis pour faire cette chose-là, il va falloir que tu retiennes la conversion en jaune. Okay? À force de l'écrire dans tes exercices, tu vas voir, tu vas t'en rappeler. Donc, fais pause, essaie de convertir cette chose vite. OK, si tu as fait pause, tu étais paresseux, je sais pas, c'est juste des proportions. OK? Puis juste vite, pour te montrer, tu peux faire ça rapidement de cette façon. Lorsque j'écris mon équation sous cette forme, je suis en train de faire une proportion produit croisé implicite. Lorsque je sais c'est quoi l'équivalence, okay, ce que je suis en train d'écrire, ça c'est la même chose que 1 sur 1. C'est multiplier tu peux multiplier n'importe quel chiffre par 1, puis tu vas avoir la même valeur. Mais puisque 760 égale à 101,3 kPa, j'ai le droit de juste écrire ma proportion de cette façon. j'ai le droit à nouveau de faire combien en atmosphère? Ben, je sais que c'est 760 mmHg fois 1 atmosphère. Et là, je peux faire mon calcul vite. Je vais sortir ma calculatrice. Ça donne combien en atmosphère? 95,60 divisé par 101,3. Ça va me donner 0,94 atmosphères. Les millimètres de mercure s'annulent. Les kilopascals s'annulent. Puis tu as la réponse finale. Okay? Tu peux en tout temps faire une proportion typique avec X avec un produit croisé. Ça, c'est une façon rapide. C'est juste ce que tu veux pas, ce que tu veux éliminer, tu le mets dans le dénominateur. Ce que tu veux comme unité de mesure, tu l'écris dans le numérateur. Il faut juste que tu t'assures que la proportion, ta fraction correspond à 1 sur 1 et ça va bien marcher. Tore, c'était juste une petite parenthèse, ok? Il y a comme plein d'unités de mesure de pression. Puis Tore, c'en est juste un autre. Tore, c'est nommé pour un scientifique nommé Torresini, qui était un ancien scientifique italien. Puis un Tore, c'est juste une autre façon d'écrire un millimètre de mercure. Donc, ça serait 760 Tor, par exemple. C'est une autre façon de faire cette équivalence. Puis, il y en a plein d'autres comme PSI qu'on ne va jamais utiliser parce que nous ne sommes pas des ingénieurs américains. Mais bon, sois à l'aise avec ces trois unités de mesure. Prochain, petit détail, petite définition. Okay? Je dois t'expliquer la notion de Kelvin. Donc, les Kelvin,
c'est une façon de mesurer la température, comme degré Fahrenheit, degré Celsius, ce sont deux façons différentes. Euh, on va mesurer la température absolue d'un gaz. Ok? Température absolue. Absolue veut dire pas de négatif. Ça veut dire la température moins 10 Kelvin est impossible, elle n'existe pas. En mathématiques, cette année, tu vas faire la fonction absolue. Ça veut dire qu'elle ne va jamais dépasser, elle va jamais descendre en bas de l'axe des x. Donc ici, nous, la température la plus petite, c'est 0 Kelvin, parce que moins 1 Kelvin est impossible. 0 Kelvin, c'est la plus basse température possible. Et là, si tu t'imagines le modèle cinétique, où les molécules voyagent un peu dans l'espace, okay, il fait chaud, ça bouge beaucoup. Ils ont refroidi, les molécules bougent plus lentement, plus lentement, plus lentement, et à 0, les molécules vont arrêter de bouger. Okay. C'est une température hypothétique. Même dans l'espace, on n'atteint pas le 0 Kelvin. En espace, on atteint, je pense, le plus froid, c'est genre 3 Kelvin, 3 à 8 Kelvin, quelque part à ces alentours-là. En labo, sur la planète Terre, je pense que le plus bas qu'on s'est rendu, c'est quelque part dans cette zone-là aussi. On ne s'est jamais rendu à 0 Kelvin. C'est une température hypothétique, théorique, la température théorique la plus froide. Puis là, tu vas voir la conversion, elle est hyper simple. Elle est même trop simple, c'est même pas un produit croisé, c'est juste une addition et une soustraction. Donc souvent dans un test, tu vas être stressé, tu vas être perdu, puis peut-être tu vas essayer de faire un produit croisé, tu vas voir ça va pas marcher. C'est juste pour passer de degrés Celsius à Kelvin, tu vas additionner 273, puis passer d'un à l'autre, tu vas soustraire. Okay? Donc c'est lui, Kelvin. Kelvin, c'est Lord Kelvin, c'est un anglais. Tu dois faire tous tes calculs à la première étape avec les Kelvin. Ça se peut qu'on va te donner des températures en degrés Celsius comme piège, mais il faut que tu sois à l'aise à convertir ça en Kelvin et faire tes calculs, parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas calculer les volumes négatifs, et puis ça, c'est impossible. Donc, fais cette chose-là, fais pause, et essaie de le faire. Ok, t'as pas fait pause. Pas grave. T'as fait pause, tant mieux. Ben, passer de 0, Kelvin, 0 degré Celsius à Kelvin, tu fais juste plus 273 Kelvin. Ça, 373 Kelvin. Lui, peut-être qu'il est plus difficile de faire dans ta tête. Ok, j'aime-toi pas. Pythonne sur ta calculatrice. 273, je vais le faire vite comme ça. 9, 14, 349 Kelvin. À l'inverse, 0 Kelvin, moins 273 degrés Celsius. Ici, moins 173 degrés Celsius. Ici, moins 273, ça me donne 301 degrés Celsius. Okay? C'est tout. C'est ça ta démarche. Okay? Tu n'es pas obligé de me montrer plus, blablabla, moins, blablabla. Quand tu me montres cette équivalence-là, tu me montrer ta démarche pour convertir un à l'autre. Il faut que tu sois habile. Tu vas pratiquer en faisant tes exercices, en faisant cette chose-là, mais il faut que tu sois à l'aise à naviguer les deux unités. Notez que c'est bien des Kelvin, comme majuscule. Okay? Degré Kelvin, degré Celsius, oui. Degré Kelvin, non. Okay? Ne m'écris jamais degré Kelvin. C'est une absurdité qui n'existe pas. Ok. Prochain point, dernier point. La théorie cinétique des gaz. Voici 4 hypothèses. Okay? On s'entend sur une théorie cinétique des gaz, un gaz idéal hypothétique. Parce que dans le fond, tu vas voir, ça va simplifier notre analyse. Puis aussi, la réalité, elle s'approche quand même beaucoup à un gaz théorique hypothétique. Donc, je vais te montrer ces 4 choses-là. Donc, premièrement, les gaz ont une masse, mais un volume négligeable. Les particles de gaz sont continuellement en mouvement de façon aléatoire dans toutes les directions. Les collisions de gaz sont élastiques, rebond parfait sans perte d'énergie. Et l'énergie cinétique moyenne des particules de gaz est directement proportionnelle à la température. OK. Qu'est-ce que ces 4 choses-là veulent dire? Ben, le premier point, c'est juste imagine les molécules volent dans l'espace. Puis, tu devrais savoir que genre l'hydrogène, il est comme petit. Puis l'hélium, il est plus gros. Puis l'iode dur, il est encore plus gros. Okay? Ça, c'est vrai pour le modèle atomique avec les couches d'électrons, mais on va comme négliger ça. On va juste supposer que genre chaque atome, c'est juste un point qui va dans l'espace pour nous simplifier un peu la vie. Il y a une masse, parce que ça va nous permettre de parler de mol. Mais le volume, on va pas vraiment le traiter. Si tu continues plus tard l'année prochaine en chimie, on va commencer à en discuter. Mais pour le moment, on va juste simplifier notre vie. On regarde l'image à droite. C'est ça un gaz. Ça bouge constamment. Il y en a pas un que genre tu vois qui ralentit, qui ralentit, oui, qui arrête, non.
sont en mouvement constant. OK? Puis là, lorsqu'ils entrent en collision, ils rebondissent parfaitement. C'est des collisions élastiques parce qu'il n'y a aucune perte d'énergie. Si jamais deux molécules rentrent dedans, puis il y en a un qui part plus rapidement, l'autre va partir plus lentement parce qu'il y a eu un transfert d'énergie, mais en tant que tel, il n'y a aucune perte dans l'environnement. Si tu avais genre une balle de billard, tu joues au pool sur une table, puis admettons c'était comme une table parfaite, sans aucune résistance d'air, sans aucune genre feutre qui ralentit tout. Puis là, tu fais juste frapper dans la table, toutes les boules vont revoler partout jusqu'à temps que toutes les balles s'empochent. Parce que ça, ce serait juste des collisions élastiques parfaites. Éventuellement, tu vas discuter de collisions inélastiques, principalement en physique avec M. Nadeau, où tu vas perdre de l'énergie. Mais en général, tu vas considérer que les collisions élastiques, c'est ce qui se passe en tout mouvement. Et là, le dernier point, qu'est-ce que cette formule-là veut dire? Ça, c'est la formule de l'énergie cinétique. Okay? L'énergie cinétique, EK, est égale à 1 demi masse fois vitesse carrée. Donc, si une molécule voyage très rapidement, il y a beaucoup d'énergie. Si une molécule voyage très lentement, il y a très peu d'énergie. Puis là, qu'est-ce que vitesse moyenne petit poisson T veut dire? Bien, le petit poisson, c'est un alpha, c'est la lettre A en grec, et ça représente est proportionnel à. Donc la vitesse moyenne est proportionnelle à la température. Si la température est élevée, la vitesse elle est élevée. Ça bouge rapidement. Si la température elle est basse, la vitesse moyenne elle est basse. Et puis donc, on peut faire ce lien-là. C'est pour ça que c'est utile de mesurer la température, parce que la température va nous donner une indication sur quel point est-ce que les molécules sont agitées ou non. Donc, ça, c'est les 4 points. Le dernier point, on va pouvoir représenter cette relation avec une distribution de vitesse moyenne de particules Maxwell-Boltzmann. Voici à nouveau deux hommes blancs qui ont découvert des choses dans la science pour des raisons socio-économiques. Pas mal tous les noms que je vais te mentionner cette année sont des hommes vieux et blancs et morts. Mais bon, ça c'est une parenthèse, la science des années 1800, 1700, je me rappelle plus exactement leurs âges. La distribution Maxwell-Boltzmann, c'est un graphique que tu vas voir plusieurs fois cette année. Il faut que tu la comprennes, il faut que tu la mémorises, il faut que tu la maîtrises, pas que tu la mémorises. Donc, voici une distribution Maxwell-Boltzmann, mais cette vidéo commence à être long. On va en discuter en classe plusieurs fois. Je te laisse avec cette chose-là. Puis sinon, ça va être le sujet de notre prochain cours. Puis voici les exercices à faire. Okay? J'ai roulé ça vite, j'ai comprimé un cours en une vidéo accélérée rapide pour que tu aies ça en référence. Puis on se revoit en classe.